Je vis M. de Charlus qui ressortait de chez la marquise de Villeparisis. Clignant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure, vue ainsi au repos et comme au naturel, quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne pus m'empêcher de penser combien M. de Charlus eût été fâché s'il avait pu me savoir regarder. Car ce à quoi me faisait penser cet homme, qui était si épris de virilité, ce à quoi il me faisait penser, tout d'un coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était une femme. J'allais me déranger pour qu'il ne pût m'apercevoir. Que vis-je? Face à face, dans cette cour où ils ne s'étaient certainement jamais rencontrés, le baron, ayant soudain largement ouvert ses yeux mi-clos, regardait avec une attention extraordinaire Jupien, l'ancien giletier, sur le seuil de sa boutique, cependant que celui-ci, cloué subitement sur place devant M. de Charlus, enraciné comme une plante, contemplait d'un air émerveillé l'embonpoint du baron vieillissant. Mais, chose plus étonnante encore, l'attitude de M. de Charlus ayant changé, celle de Jupien se mit aussitôt, comme selon les lois d'un art secret, en harmonie avec elle. Le baron, qui cherchait maintenant à dissimuler l'impression qu'il avait ressentie, mais qui, malgré son indifférence affectée, semblait ne s'éloigner qu'à regret, allait, venait, regardait dans le vague, de la façon qu'il pensait mettre le plus en valeur, la beauté de ses prunelles, prenait un air fat, négligent, ridicule. Or, Jupien, perdant aussitôt l'air humble et bon que je lui avais toujours connu, avait, en symétrie parfaite avec le baron, redressé la tête, donnait à sa taille un port avantageux, posait avec une impertinence grotesque son poing sur la hanche, faisait saillir son derrière, prenait des poses avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée pour le bourdon providentiellement survenu. Je ne savais pas qu'il pût avoir l'air si antipathique. Mais j'ignorais aussi qu'il fût capable de tenir à l'improviste sa partie dans cette sorte de scène qui, bien qu'il se trouvât pour la première fois en présence de M. de Charlus, semblait avoir longuement été répétée. Cette scène n'était du reste pas positivement comique, elle était empreinte d'une étrangeté, ou si l'on veut, d'un naturel dont la beauté allait croissant. M. de Charlus avait beau prendre un air détaché, baisser distraitement les paupières, par moments il les relevait et jetait alors sur Jupien un regard attentif. Quel que fût le point qui pût retenir M. de Charlus et le giletier, leur accord semblait conclu, et ces inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils aux fêtes qu'on donne avant un mariage décidé. Enfin, l'indifférence de Jupien ne parut plus lui suffire. De cette certitude d'avoir conquis à se faire poursuivre et désirer, il n'y avait qu'un pas, et Jupien, se décidant à partir pour son travail, sortit par la porte cochère. Ce ne fut pourtant qu'après avoir retourné 2 ou 3 fois la tête qu'il s'échappa dans la rue, où le baron, tremblant de perdre sa piste, s'élança vivement pour le rattraper. Jupien revint, suivi par le baron. Celui-ci, décidé à brusquer les choses, demanda du feu au giletier, mais observa aussitôt « Je vous demande du feu, mais je vois que j'ai oublié mes cigares. » Les lois de l'hospitalité l'emportèrent sur les règles de la coquetterie. « Entrez, on vous donnera tout ce que vous voudrez. » dit le giletier, sur la figure de qui le dédain fit place à la joie. La porte de la boutique se referma sur eux, et je ne pus plus rien entendre. En tout cas, pour le moment, j'étais fort ennuyé de ne plus entendre la conversation de l'ancien giletier et du baron. J'avisai alors la boutique à louer, séparée seulement de celle de Jupien par une cloison extrêmement mince. Mais quand je fus dans la boutique, je n'eus même pas à regretter de n'être arrivé qu'au bout de quelques minutes, car d'après ce que j'entendis les premiers temps et qui ne furent que des sons inarticulés, je suppose que peu de paroles furent prononcées. Il est vrai que ces sons étaient si violents que, s'ils n'avaient pas été toujours repris une octave plus haut par une plainte parallèle, j'aurais pu croire qu'une personne en égorgeait une autre à côté de moi. J'en conclus plus tard qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir. Enfin, au bout d'une demi-heure environ, pendant laquelle je m'étais hissé à pas de loup sur mon échelle afin de voir par le vasistas que je n'ouvris pas, une conversation s'engagea.
Jupien refusait avec force l'argent que M. de Charlus voulait lui donner. Puis, M. de Charlus sortit de la boutique. « Pourquoi avez-vous votre menton rasé comme cela » lui demanda Jupien d'un ton de câlinerie. « C'est si beau, une belle barbe. »« Oh, fi, c'est dégoûtant, » répondit le baron. Cependant, il s'attardait encore sur le pas de la porte et demandait à Jupien des renseignements sur le quartier. « Vous ne savez rien sur le marchand de marrons du coin Pas à gauche, c'est une horreur, mais du côté père, un grand gaillard tout noir. Et le pharmacien d'en face, il a un cycliste très gentil qui porte ses médicaments. » Ces questions froissèrent sans doute Jupien, car se redressant avec le dépit d'une grande coquette trahie, il répondit « Je vois que vous avez un cœur d'artichaut. » Proféré d'un ton douloureux, glacial et maniéré, ce reproche fut sans doute sensible à M. de Charlus qui, pour effacer la mauvaise impression que sa curiosité avait produite, adressa à Jupien, trop bas pour que je distinguasse bien les mots, une prière qui nécessiterait sans doute qu'ils prolongeassent leur séjour dans la boutique et qui toucha assez le giletier pour effacer sa souffrance, car il considéra la figure du baron, grasse et congestionnée, sous les cheveux gris, de l'air noyé de bonheur de quelqu'un dont on vient de flatter profondément l'amour-propre et, se décidant à accorder à M. de Charlus ce que celui-ci venait de lui demander, Jupien, après des remarques dépourvues de distinction telles que « vous en avez un gros pétard », dites au baron d'un air souriant, ému, supérieur et reconnaissant « ouais, va, grand gosse ».